Et si on parlait Kafka? Kafka, c'est donc un auteur qui est né à Prague, qui a vécu au XIXe siècle, mais c'est pas sa biographie qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler d'une de ses œuvres qui s'inscrit dans un courant assez absurde, c'est le procès. Globalement, le synopsis du procès, ça parle d'un homme qui s'appelle, que Kafka nomme Monsieur K, qui est arrêté un beau matin chez lui, sans savoir ce qu'il a fait, sans qu'on lui dise ce qu'il a fait, et sans que la juridiction prenne une forme de pouvoir direct, sans qu'elle s'impose à lui. Je trouve qu'il y a trois grandes dimensions qui sont importantes dans ce livre et qui ne doivent pas échapper à un lecteur et a fortiori à un philosophe. La première dimension, évidemment, pour un lecteur qui est intéressante, c'est l'humour, parce que dans cette œuvre, l'absurde est utilisé de sorte à créer des situations sous forme de dissonance qui créent un humour qui est plus là pour se moquer d'une situation. Notamment, on sait que Kafka a une aversion remarquable pour la bureaucratie, et c'est cette dissonance qu'il va marquer qui est importante pour un lecteur. L'aspect qui va plus intéresser un aspirant philosophe ou quelqu'un qui aime la philosophie et qui lit activement dans le but de réfléchir, ça va être cet aspect de l'importance des représentations. En tout cas, ce que les représentations engendrent et comment les représentations brident notre interprétation de la réalité. Troisième point qui nécessite une culture philosophique un peu plus accrue, ça va être la manière dont les représentations sont créées dans cet ouvrage, notamment la représentation de soi et la création d'une volonté. Le premier point est là dont j'ai parlé, celui de l'humour dans cette œuvre, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir développer dans ce genre de vidéo, étant donné que ça spoilerait complètement certaines situations du livre et ça anéantirait l'intérêt de le lire. Donc juste croyez-moi sur parole, ce livre est drôle, lisez-le. Si vaguement je peux en dire quelques mots. Je peux dire à propos de l'humour absurde dans ce roman qu'il se déploie de sorte à ce que ce qui nous fasse rire, c'est ce moment où le personnage principal prend les armes absurdes de la chose contre laquelle il se révolte pour la confronter. Ça ne veut rien dire, dit comme ça. Lisez-le! Le deuxième point dont j'ai parlé est à mon sens plus significatif que le premier. Le premier, c'est pour le lecteur qui veut prendre du plaisir à lire. Mais le deuxième, donc, la manière dont les représentations brident notre réalité. Ce qui va assez dans l'humour d'ailleurs, mais on va dire que ça alimente le côté absurde de l'ouvrage, donc voilà. Dans cet ouvrage, Monsieur K est confronté à la juridiction. La juridiction, c'est pas n'importe quoi, la juridiction, c'est ce qui représente la justice dans la société. Cependant, dans cet ouvrage, la justice, en tant que Monsieur K l'expérimente, n'a pas d'autorité. Et à vrai dire, elle ne fait même pas preuve de pouvoir. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que quand la juridiction dans cet ouvrage a du pouvoir, c'est que c'est Monsieur K qui lui attribue en amont. Il n'y a pas dans cet ouvrage d'expérience de la force, il n'y a pas d'expérience d'une juridiction qui s'impose et qui va condamner fermement, physiquement ou même factuellement Monsieur K. Monsieur K est dans une grande partie de l'ouvrage complètement libre de ses choix. Il est libre de s'échapper, il est libre de confronter à l'autorité ce qu'il va faire et qui va créer plusieurs situations absurdes, mais la juridiction n'a pas d'autorité. Elle n'a pas d'autorité au point où elle n'a même pas ses propres locaux, au point où ses agents ne sont même pas au courant de l'affaire, pas plus que Monsieur K. En fait, on a une égalité dans les pouvoirs. Il n'y a pas de hiérarchisation. Monsieur K n'est pas la victime de la juridiction. S'il est la victime de la juridiction, c'est uniquement parce qu'il doit l'être et qu'il le sait qu'il doit l'être. C'est tout ce qui permet à la juridiction d'avoir du pouvoir dans cet ouvrage. Mais ça, je vous laisse notamment le découvrir dans l'ouvrage. Il y a des formules absolument belles où Monsieur K dénonce presque consciemment cette représentation qui le pousse à porter de l'autorité à la juridiction alors qu'en fait elle n'en a pas. On a même un passage où il fait une description du système juridique et où il oppose
l'expérience qu'il a eue de la juridiction, c'est-à-dire les gardes corrompus, il dit les inspecteurs stupides, les juges modestes, et la magistrature suprême, la haute magistrature, le cortège huissier. En fait, il oppose la forme de la loi, la forme qui est parfaite, qui a de l'autorité, qui est la justice, et l'expérience qu'il fait de la loi, c'est-à-dire avec des gardes corrompus, des juges modestes qui n'en savent pas plus que lui, ou même des inspecteurs stupides parce qu'il a fait l'expérience d'un inspecteur qui le traitait de haut, qui le traitait comme un coupable, sans savoir pour autant ce que M. K avait fait. Pour mieux illustrer la seconde raison de le lire, il faut imaginer que Kafka a repris cette image de la justice aveugle, la justice avec la balance qui est juste, mais qui ferme les yeux pour ne pas considérer la personne, l'individu qu'il y a en face d'elle qu'elle juge, mais considérer l'acte qu'il a fait et ce pourquoi elle le juge. Eh bien, dans cet ouvrage, l'image est reprise, mais elle est pervertie. C'est-à-dire que là, on a littéralement une justice aveugle, une justice qui n'est même pas capable de considérer le poids de ce qu'elle a sous la main. Monsieur K ne sait pas pourquoi il est condamné. Il n'est même pas effectivement condamné. Il est en état d'arrestation sans être dépourvu de ses moyens. En fait, il est libre, mais il doit se borner formellement à être arrêté. Donc en fait, il est juste libre. Il est libre. Il est juste condamné de droit. Il devrait être condamné, mais factuellement, il ne l'est pas. Donc il n'est pas arrêté. Enfin, il devrait être arrêté. Ça veut dire qu'il est en état d'arrestation en droit. Il devrait être arrêté. Mais factuellement, il est complètement libre. Enfin, la dernière raison qui est plus de moi, c'est plus une réflexion personnelle, étant donné ce que j'ai l'habitude de lire, ou mon sujet, ou mes sujets d'études, mais je trouve que dans cet ouvrage, je trouve qu'il est important de comparer cet ouvrage à quelque chose comme Huis clos par exemple, parce que dans Huis clos, le sujet de la pièce, c'est la représentation de soi, et c'est comment la représentation qu'on fait de soi se confronte à la représentation que les autres ont de nous. Le sujet, c'est comment bien former une représentation de soi, et que reste-t-il une fois qu'on s'est confronté à la représentation que les autres ont de nous? Comment donner de la valeur à sa propre représentation? Comment se représenter? Dans le procès, on est dans quelque chose qui est similaire, c'est-à-dire que on a Monsieur K qui a besoin de se représenter, qui est un condamné, mais contrairement à Huis clos, il ne se heurte à rien, il ne se heurte à absolument rien. Là où la comparaison est importante, c'est que Huis clos est une pièce où les personnages s'identifient en se heurtant à la représentation que les autres ont de lui. Dans le procès de Kafka, on a un personnage qui a besoin de se représenter parce qu'il a besoin d'agir, et pour agir, il a besoin de savoir ce qu'il doit faire, et pour savoir ce qu'il doit faire, il doit cerner sa volonté. Pour cerner sa volonté, il doit d'abord savoir ce qu'il est. Or, il ne peut pas se représenter, il ne peut pas créer une représentation de lui-même parce qu'elle ne se heurte absolument à rien. Il est dans une liberté absolument totale qui ne se révolte et ne se heurte contre rien. Alors bien sûr, il se révolte contre sa condamnation qui est injuste et surtout qui est faite dans l'ignorance. Mais ça ne suffit pas à lui créer une volonté. Et d'ailleurs, on a plus l'impression qu'il se révolte parce qu'il devrait se révolter. Pour comprendre la comparaison entre ces deux œuvres, il faut l'imaginer avec l'image d'une force de frottement. On va imaginer que dans Huis clos, la représentation des personnages est une boule qui roule et qui, à force de rouler dans son mouvement, se frotte aux choses, se heurte aux choses, s'affine, voire même se brise, mais repart. Le procès de Kafka, suivant cette image, est une boule qui est en mouvement, mais qui ne se heurte à rien.
D'ailleurs, elle est rigoureusement pas en mouvement parce qu'elle ne se frotte même pas au vent. Il n'y a absolument rien. Vous pouvez l'imaginer. Enfin, c'est une boule qui, quand elle est en mouvement, ne se heurte à rien et ne se forme pas, et qui, la majorité du temps, est immobile et est incapable d'avoir une forme. Pour conclure sur cette troisième raison, je pense que si dans huis clos l'enfer c'est les autres, parce qu'on se heurte aux autres, parce que notre représentation, la représentation qu'on se fait de nous-mêmes, se heurte à celle des autres et se brise sous le poids de la mauvaise foi, dans le procès, l'enfer, c'est justement l'absence des autres, l'absence d'un jugement qui nous permette de nous heurter ou de nous former, de nous conforter, un jugement qui nous permette en quelque sorte, pardon, un jugement qui nous permette en quelque sorte d'avoir une méthode pour se former, en fait, d'avoir un processus de création de soi. Et sur ce, je vous dis à ma prochaine lecture.